Bonjour à tous, bienvenue à vous pour ce nouveau débrief du match de l'Olympique Lyonnais. Une victoire à nouveau, l'Olympique Lyonnais a de nouveau gagné le foot ce soir au Groupama Stadium contre l'OGC Nice. Une victoire compliquée, une victoire difficile. Et avant de parler de ce match, j'aimerais qu'on remercie Clément Turpin qui a décidé enfin, ça y est, de revenir à la maison. Lui qui nous avait renié pendant si longtemps, ça y est, il est revenu là où tout a commencé, à Oulin. Merci Clément Turpin pour ce soir. Ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse et qu'on remercie Clément Turpin dans le chat. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce tweet qui vient d'être posté par l'OGC Nice qui va s'afficher derrière moi. Et oui, on n'arrête pas la technologie. Voilà. L'OGC Nice qui nous dit: voici la une de l'équipe du samedi 17 février. Nice volé à Lyon, on se souvient de cette une. Voilà, bah écoutez, est-ce qu'on peut dire que les Niçois en font peut-être un peu trop? En vrai, non, parce que c'est vrai que c'est un vol ce soir, on va pas se mentir. Clément Turpin était très très gentil avec l'Olympique Lyonnais. Alors maintenant qu'on a dit ça, on aurait aussi aimé autant de tapage pour les nombreuses fois où l'Olympique Lyonnais s'est fait complètement massacrer la gueule par l'arbitrage cette saison, notamment au Havre, où on n'a pas eu un après-match sur Prime Video qui ne parlait que de ça. Donc voilà, oui, ça arrive, il y a des matchs qui sont dégueulasses dans un sens et des matchs qui sont dégueulasses dans l'autre, et il faut être tout à fait honnête, ce soir, Clément Turpin a été très gentil avec l'Olympique Lyonnais, probablement suffisamment pour que ce soit l'Olympique Lyonnais qui s'impose. Maintenant, c'est pas ça qui a fait faire un mauvais match à l'OGC Nice. Voilà, on va évacuer le sujet de l'arbitrage maintenant qu'on a été quand même un petit peu de bonne foi là-dessus, contre Clermont également. Et on va quand même rappeler que Clément Turpin est certes né à Oulin, mais a quand même pris l'habitude ces dernières années de nous enfiler. Donc pour une fois que c'est dans l'autre sens, effectivement, il faut reconnaître que ce soir, l'arbitrage a été très mauvais de la part de Clément Turpin et que si on avait été à la place des Niçois, on aurait probablement les boules, et il faut être honnête. Maintenant, il faut aussi reconnaître que l'arbitrage de manière générale en France n'est pas très très bon et que ça a souvent défavorisé l'OL ces dernières années, comme ça l'a souvent avantagé sur les années bien avant précédentes. Voilà, point arbitrage terminé. Maintenant, on va discuter de ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire le départ de Kylian Mbappé. Non, je déconne, c'est pas vrai. On n'en peut plus, c'est infernal. On peut plus, on en parlera tout à l'heure. Victoire de l'Olympique Lyonnais. 9 victoires en 11 matchs pour Pierre Sage. C'est miraculeux. Le dernier départ comme ça, c'était sous Gérard Rouillet, le dernier entraîneur à avoir autant gagné au moment de son arrivée. Alors oui, la manière n'est pas encore parfaite, mais 9 victoires en 11 matchs quand même. Il est là depuis 13 matchs, on a 9 victoires sur les 11 derniers matchs, c'est monstrueux. Même si, on va le voir, il y a eu pas mal de choses. Alors déjà, je m'excuse parce que je suis enrhumé, ça va s'entendre, donc je vais renifler, je vais me moucher, je vais me toucher le nez, et j'en suis désolé, mais là, c'est d'hiver, donc je chope la crème. Il y a 2 matchs de coupe facile. Oui, certes, il y a 2 matchs de coupe facile, mais quand même. Je vous rappelle qu'il y a des clubs en France qui perdent contre Andrézieux ou Annecy. Donc les matchs de coupe facile, c'est jamais vraiment si facile que ça. Match plutôt maîtrisé, on va dire, en première période de l'Olympique Lyonnais, puis une deuxième période qui a consisté à faire le dos rond. Alors ça n'a pas été exactement toute la première période, puisque l'OGC Nice a imposé un gros pressing pendant les 15 premières minutes, avant de s'éteindre petit à petit pendant tout le reste de la première période, et pendant toute la seconde période, Nice a poussé, mais n'a jamais réussi à vraiment mettre le pied sur l'Olympique Lyonnais. Beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de bons arrêts d'Anthony Lopez, ce sera souligné, on en parlera tout à l'heure, et un arbitrage certes assez défavorable aux Niçois, mais des situations qui sont litigieuses, mais pas non plus scandaleuses. Alors après, il y a un certain nombre de fautes qui sont pas sifflées, un certain nombre de cartons qui sont pas donnés, mais voilà, on est quand même sur un arbitrage qui a été à sens unique, mais sur des choses qui auraient mérité, et ça a été mon cheval de bataille pendant longtemps. Il y a des situations qui auraient mérité d'être revues à la VAR et qui ne l'ont pas été, et ça, que ce soit contre ou pour l'OL, ça m'agace beaucoup. Je pense à 2 notamment, cette action sur Jordan Lotomba qui pour le coup fait une erreur parce qu'il doit tomber. S'il tombe, je pense qu'il y a penalty, mais il ne tombe pas, c'est arrivé aussi dans l'autre sens à Ryan Cherki il y a quelques matchs. Et cette action sur Tagliafico, où honnêtement c'est litigieux, mais ça me semble pas être un scandale non plus, où je pense que ça peut être revu à la VAR et interprété d'une manière ou d'une autre. Il y a cette main de Cacré, mais sur la main de Cacré, moi je suis moins d'accord, parce que je suis d'accord avec la plupart des gens qui disent que ce genre de mains doivent être sifflées parce qu'elles ont rien à foutre là. Maintenant, il semblerait que la règle, ce soit que si ça touche un pied avant de toucher la main, il n'y a pas péno. On a vu beaucoup de situations de ce genre-là ne pas être sifflées cette saison, donc j'y comprends toujours rien. Mais il se trouve que la main de Cacré, c'est pas un scandale qu'elle soit pas sifflée parce qu'on en voit très souvent des comme ça qui sont pas sifflés. Voilà. La manchette de Keita Tsar.
Oui, la manchette, elle est très très limite, effectivement. Un coup d'épaule comme ça de Keita de ça. Il y a eu des situations. Moi, je voulais vous le dire, en tant que supporter lyonnais, bénéficiaire ce soir de cet arbitrage, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que c'est pas normal qu'on ait un outil à disposition et qu'on prenne pas le temps à certains moments de se dire j'ai peut-être mal vu, ce serait bien que je revoie. On a vu que Clément Turpin a refusé de s'expliquer, pas de s'excuser, très beau lapsus, de s'expliquer après le match. Je pense pas que ça favorise l'idée d'un arbitrage compétent et indépendant. Même si moi, vous savez ce que je dis, hein, que ce soit contre ou pour l'OL, ça n'est jamais des complots, ce sont toujours des décisions un peu cheloues. Mais voilà, il n'y a pas machin et pour machin nous déteste, ça n'existe pas. C'est juste des arbitres qui sont un peu paumés. On a vu des situations ubuesques le week-end précédent. Je pense notamment à Stéphanie Frappard au match de Brest, où il y a un Brestois qui se fait saccager dans la surface alors qu'il n'a même pas le ballon, et il n'y a même pas penalty, il n'y a même pas de check VAR. C'est constant dans le football français qu'on voit des dingueries qui ne sont pas checkées à la VAR. Et on a vu d'ailleurs une CAN qui s'est déroulée de façon assez intéressante là-dessus, avec des décisions plutôt mesurées. Et donc si c'est possible de le faire ailleurs, pourquoi c'est pas possible de le faire chez nous? Voilà. Maintenant, effectivement, comme tu dis, Lunatique, j'aurais aimé le même scandale après Le Havre, j'aurais aimé le même scandale après Clermont, parce que c'est quand même un peu toujours dans le même sens médiatiquement. Dès que l'OL bénéficie un petit peu de l'arbitrage, on monte 15 fois les ralentis, on nous casse les couilles pendant 3 jours avec. Quand c'est l'OL qui se fait enfler ouvertement, on n'en parle pas trop. Ça passe comme une lettre à la poste. Donc oui, il y a un passif peut-être de Aulas, les arbitres, et c'est vrai que la pression de Aulas sur les arbitres a pu influencer, non pas corrompre, mais influencer en la faveur de l'OL pendant les années Aulas, parce que Aulas faisait un pressing très fort sur le corps arbitral. Maintenant, à 2 poids 2 mesures aussi, si on fait le bilan de l'arbitrage cette saison par rapport à l'Olympique Lyonnais, je suis pas certain que l'OL ait bénéficié de l'arbitrage plus qu'il ne l'a subi cette saison. Voilà, ça, on peut être de bonne foi, tout en reconnaissant aussi que le constat global, c'est que l'arbitrage en France a besoin d'être réformé, d'être amélioré, et a besoin d'être un peu plus peut-être modeste. Il y a des bons arbitres en France, ils sont pas très très nombreux, très honnêtement, mais il y en a, donc c'est pas peine perdue. Voilà. Fini sur l'arbitrage, on va quand même passer à autre chose. Juste pour vous dire que j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents, que vous passez un bon mois de février, et que merci, comme d'habitude, de continuer à regarder les vidéos, continuer à vous abonner, à liker, à donner des subs, des commentaires, etc. Ça fait très plaisir. On continuera comme ça jusqu'à la fin de la saison, et peut-être que le format changera après. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai pas noté énormément de choses sur ce match parce que j'ai passé 45 minutes à me chier dessus en deuxième période. On va reprendre un petit peu depuis le début. Pierre Sage avait choisi de reconduire son système à 4 derrière avec Clinton Mata en défense centrale pour remplacer la suspension de O'Brien pour accumulation de cartons rouges. On avait le fameux milieu que l'on réclamait, c'est-à-dire Matic en sentinelle accompagné de Mangala et de Cacré. Ça a plutôt bien fonctionné. Et devant, nous avions Saïd Benrahma côté gauche, Ernest Nuama à droite et Alexandre Lacazette en pointe. Donc toujours pas de Gift Orban dans le 11 et Malik Fofana qui attendait sur le banc. On va en parler un petit peu plus tard. Du côté de l'OGC Nice, également un 4-3-3, également pas mal d'absents puisque Dante était suspendu. On avait donc une attaque composée de Mohamed Ali Chaud, Laborde et Guessant et Youssouf en défense centrale qui est passé tout proche de prendre un carton rouge. Qui est sorti suffisamment tôt, je pense, pour ne pas prendre son deuxième jaune qui lui pendait au nez. Un match de l'OGC Nice qui a été plutôt intéressant en première période, puisque leur pressing était plutôt sympathique, mais qui s'est fait surprendre sur une très très belle action qui part justement de Nuama qui fait un très bel appel pour remettre en retrait à Mangala, qui crucifie le gardien de l'OGC Nice. Donc un but assez magnifique qui arrive complètement contre le cours du jeu. Et après ce but, l'Olympique Lyonnais aurait pu en marquer un deuxième, voire un troisième, puisque la deuxième partie de la première mi-temps a été totalement l'avantage des Lyonnais. On aurait probablement aimé que le retour des vestiaires soit moins laborieux, mais l'important c'est que l'OL a tenu, l'important c'est que l'OL a arraché un clean sheet, et que cette fois, ça a quand même une petite odeur de maintien. Sur le classement, puisque au moment où je vous parle, l'Olympique Lyonnais prend de nouveau 3 points et se classe à la 11e place de Ligue 1 avec plus de 6 points d'avance sur Lorient, enfin 6 points plus le goal average désormais sur Lorient 16e, donc on commence à avoir un tout petit peu moins chaud au cul. Alors de là à viser plus haut, ça va être compliqué parce que même avec la victoire de ce soir, l'OL reste à 10 points de la 6e place, donc on va quand même se contenter du maintien. Et alors, on me dit, tiens d'ailleurs, je vous informe, puisqu'on va en parler tout à l'heure, il y a eu une question sur Mbappé auprès de Clinton Mata en zone mixte.
Mata a répondu, j'ai vu une vidéo avec la même question par rapport à ça, je fais pareil, je me concentre sur mon club. Les joueurs sont très gentils, je trouve, mais on va en parler après. On va en parler après parce que c'est pas important, mais on finira sur ça. Il y a quand même eu un sentiment assez rapidement dans ce match de béni des dieux. Moi, j'ai ironisé là-dessus en disant qu'on était protégé par la grâce, mais il faut quand même se rappeler que le début de match commence avec un gros cafouillage défensif qui ne donne rien. Ensuite, on a eu un espèce de centre lob contré qui termine sur le poteau, sur lequel Lopez est complètement pris à revers. Il n'y peut pas grand-chose puisque c'est une frappe déviée. Au bout de 10 minutes, l'Olympique Lyonnais peut être mené 2-0 quand même. Et à ce moment-là, on se dit qu'il y a peut-être un truc dans cet Olympique Lyonnais, que peut-être que la chatte est revenue, peut-être qu'elle était partie et qu'elle est revenue, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui sont allées dans le sens de l'OL, alors qu'on était quand même habitué à ce que ça n'aille pas dans le sens de l'OL. Je vous parle de ce match-là, mais je vous parle aussi des matchs précédents, où on a ce sentiment que l'OL gagne des matchs qu'il aurait perdus, que l'OL garde le score quand il se serait fait rattraper par avant, et qu'il prend des poteaux là où il prenait des bangers avant. Il y a quand même un sentiment d'un peu d'irrationnel là-dessus. Alors encore une fois, on parle pas de l'arbitrage plutôt favorable, parce que ça c'est assez nouveau cette saison aussi. Mais il y a eu ce sentiment de se dire, le foot c'est des détails, et ces détails pendant pas mal de temps ils ont tourné en la défaveur de l'OL. Combien de fois on a pris des buts venus d'ailleurs, combien de fois on a manqué de chatte, combien de fois il y a eu des saucisses complètes. Et ces détails-là, on a l'impression qu'ils sont en train de tourner, que Pierre Sage est auréolé d'une bonne étoile qui le protège. Alors on verra combien de temps ça dure. En attendant, rappelez-vous, remettez un peu le magnétoscope, pour ceux qui ont connu le magnétoscope, appuyez sur le bouton rembobiné. Rappelez-vous en novembre, quand nous étions à 6 points du premier non relégable, qu'est-ce qu'on mange Gucci aujourd'hui, même si dans le contenu c'est pas encore parfait. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va voir les stats immédiatement. Les stats de ce match, pour voir deux choses intéressantes. La première, c'est que l'OGC Nice a dominé cette rencontre de facto. Beaucoup plus de tirs, 6 tirs cadrés pour l'OGC Nice, et aucun arrêt du gardien. Aucun arrêt, pendant que l'Olympique Lyonnais a fait 9 tirs, 1 cadré, 1 but. Voilà, ça s'invente pas. C'est réalisme 100% pour l'Olympique Lyonnais ce soir. Cela étant dit, oui, je me suis trompé, c'est pas 80 fautes, c'est 8 fautes, excusez-moi. C'est pas 80 fautes. Excusez-moi, je me suis trompé. Mais ça aurait pu en vrai. C'est 8 fautes. Cela étant dit, on mange Santiago Cucci, oui, pas mal. Cela étant dit, l'OGC Nice n'a pas eu d'énormes occasions ce soir. Parce que quand on se procure 0,67 expected goals avec 20 tirs, c'est que les tirs sont pas qualitatifs. Donc je vous dis pas que l'OGC Nice n'aurait pas pu renverser la rencontre dans ce match. Renverser la vapeur, pardon. Mais ça n'a pas été un bon match de Nice. Donc on peut, du côté niçois, se cacher derrière l'arbitrage et dire que l'arbitrage a impacté le match négativement. C'est vrai, et probablement que l'OGC Nice dans ce match méritait probablement le nul, mais l'OGC Nice n'a pas fait un bon match. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités intéressantes devant le but, il n'y a pas eu de scandale absolu non plus à ce que ce match ne soit pas remporté par l'OGC Nice. Est-ce que l'OL a été meilleur que l'OGC Nice ? Je ne suis pas certain, parce qu'il y a vraiment eu une seule occasion pour l'OL aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de tergiversations, on va y revenir après, que ce soit du côté de Benrahma ou même de Nuama, qui a manqué de réalisme, dans Lacazette qui n'a pas été aussi présent que d'habitude. Mais de manière générale, ça a été un match où l'OL a saisi les opportunités qu'il a eues, et il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. OGC Nice, j'ai dit ça ? Alors, je vous préviens, je suis juste très fatigué par le rythme, donc je vais peut-être dire des trucs qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce que j'ai noté ? Le constat global, c'est que on avait loué à raison Clinton Mata. Clinton Mata a eu beaucoup de mal en défense centrale, notamment en première période. C'est probablement pas un défenseur central de défense à 2. Alors après, il est peut-être pas aidé par Douye Kaletatsar, qui avait un petit peu la tête à l'envers à certains moments dans le match. On pense notamment à cette espèce de sortie un peu bizarre où Lopez lui hurle de ne pas y aller et il y va quand même. On a eu devant pas mal de tergiversations. Un Alexandre Lacazette qui a encore, à mon sens, beaucoup souffert de l'absence de Orban, puisqu'on a vu un Nuama qui a fait du Nuama, c'est-à-dire un Nuama virevoltant, avec une très grande qualité technique, une très grande capacité à foutre le bordel. On a ce côté vraiment capacité à foutre le sbul, et moi j'aime beaucoup ce joueur-là. De l'autre côté, on a eu un Benrahma totalement transparent, qui nous a fait du mauvais Cherki, en fait, avec cette tendance à vouloir tout le temps repiquer, tout le temps percuter, sans jamais vraiment y arriver, avec des efforts défensifs coup-ci, coup-ça, et il n'a pas servi Benrahma non plus à mettre Lacazette dans les meilleures dispositions. Donc pour l'instant, ça fait 2 matchs de Saïd Benrahma, 2 matchs dans le même registre de déliés de percussion, mais à qui il manque un petit peu d'explosivité, et où il a vraiment très peu pesé sur le match, encore moins que le dernier match. Donc pour l'instant,
Les débuts de Saïd Benrahma à l'OL ne sont pas hyper positifs, et on a vu que quand Orban est rentré, même si c'était pas vraiment à la place de Benrahma puisque Cherki est rentré aussi, Orban, bon, c'est le bordel, c'est un tractopelle, hein, y a une qualité qui évidente, physique, athlétique, et peut-être une qualité footballistique pure qui n'est pas encore aboutie, mais aujourd'hui Benrahma a eu 2 chances de se montrer, et ces 2 chances n'ont pas été brillantes, donc ça laisse une carte potentielle à Ryan Cherki, à Orban ou à Malik Fofana pour aller choper cette place de titulaire qui n'est pas acquise à Saïd Benrahma. Voilà, attendez, je vais me moucher 2 secondes, je vous demande 2 secondes. Voilà, pour cet interlude mucus. Orban doit être titu. Le problème, c'est que on peut en parler de ça. Si vous mettez Orban titu, c'est à la place de qui? À la place de l'ailier gauche. Donc si vous mettez Orban ailier gauche, un peu chelou comme fonctionnement. Du coup, vous êtes obligé, je pense, d'avoir un latéral qui monte beaucoup plus pour compenser l'absence de présence sur les ailes. Donc il y a un petit casse-tête, je pense, du côté de Pierre Sage, de se demander comment il peut placer ces différents joueurs pour les mettre dans les meilleures situations. D'ailleurs, il n'y a pas de musique, là, je vais juste corriger ça. Alors, si vous êtes sur YouTube, c'est normal qu'il n'y en ait pas, par contre. Hein. Hop là, voilà. Ce sera mieux comme ça. Hop. Donc, je ne sais pas encore quel est le bon 11 pour cette équipe. Une chose est sûre, il n'y a pas d'équilibre dans ces 3-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mettre Benrahma à la poubelle, mais ça veut dire que Lacazette avec ce Benrahma-là, ça ne fonctionne pas vraiment pour l'instant. Après, Benrahma peut se renouveler aussi. Peut-être qu'il est à court de jus, peut-être qu'il n'est pas encore au top du top, peut-être qu'il va s'améliorer. Mais pour l'instant, peut-être que la solution serait de mettre Orban avec Lacazette. Mais si vous faites ça, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui compense sur l'aile gauche, donc de retirer un milieu. Or, on a vu que ce milieu à 3 fonctionnait plutôt pas mal aujourd'hui. À voir. Je ne sais pas exactement comment ça peut se goupiller, peut-être un 4-2-3, hein, qui sait. En tout cas, Pierre Sage a l'air de tenir à ce milieu à 3, qui donne un certain équilibre, puisqu'on a vu que ce soir, Matic a été très bon, Mangala est buteur, même s'il n'a pas été parfait, et Maxence Cacré a été lui aussi excellent. Donc, est-ce que Pierre Sage reniera sur ce milieu à 3? J'ai des doutes là-dessus. Mais s'il renie pas sur ce milieu à 3, ça sous-entend que devant, il y a Lacazette qui va être titulaire, comme d'habitude, c'est normal. Nuama, on peut difficilement s'en passer. Reste donc une place qui, pour moi, soit revient à Orban dans un registre un peu hybride, un peu chelou, soit reviendrait à Malik Fofana, dont l'abattage physique, la capacité à faire les courses, libère un petit peu Lacazette. Et j'ai tendance à penser que sur les prochains matchs, on risque de voir un Malik Fofana qui va prendre le dessus sur la place de titulaire sur le côté gauche. Je ne serais pas surpris. Voilà. Orban et Cherki, le premier qui fait une passe D, il meurt. Oui, c'est vrai qu'Orban... la rentrée d'Orban, elle n'est pas scandaleuse parce qu'il apporte quand même quelque chose... cet impact physique. Maintenant, on sait que c'est pas le joueur le plus fin techniquement, et c'est pas grave. Moi, j'aime bien Orban sur ça aussi. Et la rentrée de Cherki, elle aurait pu être bien s'il n'avait pas choisi cette frappe en angle fermé, qui est un peu stupide, honnêtement. J'ai eu très très peur pendant un moment, après cette action de Cherki, que ça coûte très cher à l'OL. Parce que je me suis dit, si jamais il y a un partout, Cherki, il est mort. Cherki, ça va lui tomber dessus comme jamais, et il est mort. Donc heureusement, l'OL a tenu le résultat, mais ça aurait pu être le tournant qui fait perdre le match à l'OL, ou en tout cas qui ne lui fait pas gagner. C'est criminel de pas centrer. Ouais, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai noté? On a eu encore un très beau match de Cacré. Comme quoi, Cacré, quand il est bien entouré, c'est toujours pareil, on en avait déjà parlé. Un Cacré qui est protégé. Cacré, c'est une sorte de quarterback, hein. C'est-à-dire que si vous mettez 2 joueurs autour de lui qui sont capables de le protéger et de lui donner les zones d'influence, vous n'avez pas le même Cacré. Le Cacré de ce soir, et notamment la première période, elle est brillantissime. On a encore une très belle frappe de Cacré du pied gauche, puisque visiblement Maxence Cacré, c'est un peu comme les gens qui sont droitiers mais qui prennent leur couteau de la main gauche. Visiblement, Cacré, il joue du pied droit mais il frappe du pied gauche. Voilà, on a cherché la solution à comment faire frapper Cacré. En fait, il faut qu'il frappe du pied gauche, c'est aussi simple que ça. On n'y avait pas pensé, on est un peu con. Ce soir, c'était un peu Maxence Pirlo, ouais. Il y avait vraiment cette justesse, cet impact et cette confiance, parce qu'encore une fois, c'est ça la clé chez Maxence Cacré, ça se voit quand il n'est pas en confiance, c'est un zombie, et quand il est en confiance, il tente des choses, il réussit des choses, du coup il est encore plus en confiance, il en retente encore, et c'est assez cool de voir un Maxence Cacré qui renaît. Voilà, j'avais un pote qui s'est foutu de ma gueule, d'ailleurs je sais que tu regardes le débrief, qui me disait, qui m'imitait quand je disais que le Cacré du Final 8, on l'avait pas rêvé, et encore ce soir, on voit que ce Cacré-là, il existe, et il suffit, entre guillemets, de bien l'entourer et de lui mettre la tête à l'endroit. Donc c'est plutôt rassurant de voir que, même si l'OL n'a pas fait un match extrêmement abouti, au moins ce milieu de terrain tient la baraque. Combien de temps il tiendra la baraque, je ne sais pas, mais factuellement, il tient la baraque, et ça c'est quand même la très bonne nouvelle de la soirée.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté un match intéressant de Maitland Niles, qu'on avait un peu critiqué sur le dernier match, qui n'a pas été ouf. Et Maitland Niles, il a fait un match de soldat, un match dans l'ombre. Et si vous regardez le match, si vous revoyez le match, concentrez-vous un peu sur Maitland Niles, vous allez voir un petit peu à quel point c'est un joueur intelligent et fin. Parce que c'est un joueur brillant sans ballon. Maitland Niles, dans ce registre un peu particulier de milieu latéral qui joue latéral, du coup, a cette science de savoir écarter quand il faut écarter et repasser dans l'axe quand il n'y a plus de solution sur les côtés. Et je trouve qu'il est hyper précieux là-dessus, et c'est, je pense, en grande partie grâce à Maitland Niles que Nuama est autant disponible, parce que quand Nuama décide d'aller chercher l'aile, on voit que Maitland Niles va aller dans l'axe, et vice-versa. Donc c'est vraiment un joueur hyper intéressant tactiquement, Maitland Niles, c'est un top player dans ce registre-là. On le voit déjà avec le ballon, c'est un joueur qui est fin techniquement, qui trouve des bonnes zones de passe, mais surtout sans ballon. Et je pense que cette OL a tellement été mauvaise sans ballon ces derniers mois, que d'avoir des joueurs qui sont capables d'être intelligents sans ballon, et on le voit notamment au niveau des attaquants, c'est hyper précieux. Hyper précieux. Et c'est vrai que Maitland Niles, on n'avait pas. Moi, je l'avais foutu sous les roues du bus avant le mercato. Je pensais qu'il allait partir cet hiver. Et il y a eu ces 3 victoires en décembre où il a été décisif. Et finalement, on s'est dit, peut-être que Maitland Niles, ça peut donner quelque chose. Et miracle. Donc voilà, moi, je suis très content de voir qu'on est capable d'avoir un joueur aussi intelligent qui, je pense, tire tout le monde vers le haut. Qu'est-ce que j'ai noté un autre truc anodin. Je pensais pendant le match, je me disais, est-ce qu'ils ont encore un ancien Lyonnais pour nous crucifier? Alors il y a eu Melvin Barr qui a fait un très bon match d'ailleurs, et heureusement pour Nice que Melvin Barr a fait un très bon match, parce que Nuama il avait envie de lui faire la misère, et il n'a pas réussi ce soir à lui faire la misère. Et je me suis rappelé les anciens Lyonnais, et du coup, j'ai repensé à Miziane Maolida. Est-ce que vous savez où joue Miziane Maolida aujourd'hui? Parce que Miziane Maolida c'était un grand espoir à l'Olympique Lyonnais, il était vendu 10 millions à Nice. Aujourd'hui, Miziane Maolida joue à Hibernian, en Écosse. Voilà, c'est tout. C'était l'anecdote de la soirée. On s'en fout, on peut passer à autre chose. Non, il n'est pas au Hertha Berlin, il est prêté à Hibernian. C'est terrible quand même, le downfall de Miziane Maolida. C'est en Écosse, oui. En Écosse, Hibernian. Voilà, c'était l'anecdote de la soirée. Quoi d'autre? La conclusion de ce match, c'est qu'aujourd'hui, moi je vous avais dit, je ne serai serein que quand l'Olympique Lyonnais aura 6 points d'avance sur la zone de relégation. Alors, il reste des matchs ce week-end, puisqu'on est vendredi au moment où je vous parle. Aujourd'hui, l'OL a 6 points d'avance sur la zone de relégation. Est-ce que ça va permettre de souffler un petit peu et de donner encore davantage de confiance à ce groupe? Peut-être. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on est en train quand même de s'assurer petit à petit un maintien qui va permettre de poser les bases de la saison prochaine, ou de se concentrer sur la Coupe de France, puisque cette Coupe de France, elle est prenable. Elle est prenable avec des grands guillemets. Il reste 3 matchs, et l'un de ces 3 matchs est contre une équipe qui est prenable, puisque Strasbourg est une équipe qui est pas mauvaise, mais qui est à la portée de l'Olympique Lyonnais. Alors je vous dis ça, peut-être qu'on va gagner contre Strasbourg et qu'on va prendre le PSG en demi, finito, peut-être qu'on va perdre contre Strasbourg, mais il se trouve que c'est quand même pas mal de cette configuration-là, de se dire, on va peut-être pouvoir se payer le luxe de se concentrer sur la coupe. Peut-être, qui pourrait sauver la saison. À voir, il y a le PSG à sortir. Oui, mais le PSG, on s'en occupera quand ce sera le PSG, voilà. Metz, faut enchaîner. Oui. Donc pour terminer, avant de passer aux notes et de passer au petit coup de gueule de la soirée, juste vous donner les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais avant que je doive me remoucher. Le prochain match de l'Olympique Lyonnais sera primordial pour, prévalider un maintien, puisque l'Olympique Lyonnais va aller jouer à Metz. Ce sera vendredi prochain à 21h. Et ce match est déjà hyper important pour l'OL, puisque si l'OL ne perd pas contre Metz, je pense on aura déjà mis un pied en Ligue 1 l'an prochain. Je vais me remoucher, je suis désolé. Ensuite, l'Olympique Lyonnais ira jouer contre Strasbourg en coupe, peut-être le match le plus important de la saison en attendant le prochain. Et derrière, on aura quand même un enchaînement très important entre un match contre Lens, qui est contre une équipe du haut de tableau. Mais derrière, on jouera contre Lorient, on jouera contre Toulouse, on jouera Reims et on jouera Nantes. Donc on a quand même un enchaînement de matchs qu'il va falloir gagner pour se mettre à l'abri, parce que derrière, il y aura un enchaînement de fin de saison qui est vraiment pas facile, puisque coup sur coup, l'OL va jouer Brest, qui est une équipe qui est très difficile à jouer et qui fait une excellente saison. Puis l'OL ira au Parc des Princes se faire tarter la gueule. Puis l'OL recevra Monaco, qui aujourd'hui est un peu moins fort, mais quand même une équipe du haut de tableau. Puis on jouera à Lille. Donc il y a un enchaînement de 4 matchs
de haut de tableau où moi, j'aimerais bien quand même qu'à ce moment-là, on ait encore 6 ou 7 points d'avance sur la zone rouge, parce que c'est possible que l'OL contre Brest, PSG, Monaco et Lille, bah ça aille pas. On terminera ensuite par Clermont, qui d'ici là, je pense, sera déjà relégué, et on finira la saison contre Strasbourg. Mais disons qu'il y a l'opportunité, là, avec les matchs contre Metz, Lens, Lorient, Toulouse, Reims et Nantes, d'acter le maintien et de pas se faire peur, et de se laisser une chance, si jamais l'OL bat Strasbourg, de rêver d'une saison sauvée par la coupe. On verra. On verra tout ça. Voilà. On va passer aux notes, je suis désolé pour le reniflement. Avant de passer aux notes, je voulais vous parler d'un truc parce que ça me fait péter un plomb. Ça me fait péter un plomb et on est en train de me dire là en message que effectivement on a posé également la question à Marcin Bulka. J'en peux plus de Mbappé. J'en peux plus de Mbappé, j'en peux plus du journalisme en France qui ne parle que de Mbappé, Mbappé, Mbappé. Je comprends que Mbappé soit un sujet important pour le football français, pour le PSG ou même pour le foot européen. Mais à un moment donné, faut arrêter de faire chier les gens avec Mbappé. Moi, je suis supporter lyonnais, j'en ai rien à taper de Mbappé. Je m'en fous, comme je m'en foutais de Messi. Il y a eu une question d'un journaliste à un mec de Toulouse qui venait d'arracher un 2-1 à Benfica en Europa League. C'était le premier match à élimination directe du Toulouse FC en Coupe d'Europe. Ils font 2-1 à Benfica, ce qui est plutôt un bon résultat, même s'ils se font crucifiés en fin de match. Et on lui pose une question sur Mbappé. Mais c'est insupportable, c'est un manque de respect énorme. Ça veut dire, ouais, non, mais votre club de merde, là, ça nous intéresse pas, parlez-nous de Mbappé. À la mi-temps du match, là, entre Lyon et Nice un vendredi soir, on nous parle de Mbappé. Ils sont en zone mixte. Il y a un match qui a été houleux avec des décisions compliquées. Les mecs sont chauds. Il y a eu un match qui a été quand même intéressant. Bah non, Mbappé pour Bulka, Mbappé pour Clinton Mata. Putain, mais ils veulent quoi en fait? Ils veulent que les mecs les insultent quoi. Et je trouve les joueurs extrêmement gentils. Parce que honnêtement, à leur place, j'aurais dit mais j'en ai rien à foutre de Mbappé, putain. J'en ai rien à foutre déjà qu'on nous en parle H24 parce que c'est un très grand joueur et c'est normal, c'est un des meilleurs joueurs du monde et c'est normal qu'il occupe l'espace médiatique. Mais on n'est pas obligé d'éteindre l'espace médiatique des petits clubs, ou en tout cas des clubs qui sont pas le Paris Saint-Germain, avec Mbappé. C'est insupportable. C'est insupportable. Je trouve ça insupportable. Donc voilà, il y a un tweet de Pierre Sage qui nous dit pour Enzo et sa famille, une pensée pour vous et tout notre soutien. Voilà, donc c'est bien aussi. Je trouve ça incroyable et je pense que ça vient du fait que la plupart des diffuseurs sont composés majoritairement de journalistes parisiens qui ne sont intéressés que par le Paris Saint-Germain et donc par Mbappé et qui veulent imposer cette actualité absolument partout alors que 90% des gens s'en tamponnent de Mbappé et il y a même des Parisiens qui s'en foutent de Mbappé. Il y a même des Parisiens qui arrivent à saturation de « Ah bah il va rester, ah bah il va prolonger, ah bah non il prolonge puis avec une option, oh puis non puis en fait il repart ». Waouh, la fatigue, vivement qu'il s'en aille. Vivement qu'il s'en aille parce que la Ligue 1, depuis des années, et c'est de pire en pire, ne vit que par Mbappé. Et la Ligue 1 ne pourra pas progresser tant qu'elle ne vivra qu'à travers Mbappé, Messi, Neymar, le PSG, le PSG, le PSG. Et je pense que ça fait de l'ombre à tous les autres clubs, ça les empêche de progresser médiatiquement, et on nous fait comprendre que si le PSG, si Mbappé n'existe pas, le reste du foot français, c'est de la merde. Et c'est peut-être vrai, mais je suis pas sûr que c'est en appuyant là-dessus qu'on va faire progresser le foot français. Laissez-nous tranquilles avec nos petits clubs pour qu'on puisse avoir un peu d'air, quoi. On n'est pas obligé de s'intéresser au PSG, c'est pas obligatoire, quoi. Moi, j'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus. Et je pense que c'est du mauvais journalisme, quoi. Là, il y a eu l'intro du match entre Lyon et Nice, c'était oui, Mbappé est parti, mais on continuera de regarder la Ligue 1. J'en ai rien à foutre de Mbappé. La Ligue 1, je regarde Brest-Saint-Etienne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Mbappé? Je regarde Lorient-Lens. Qu'est-ce que j'en ai à branler qu'Mbappé il soit là? Ça m'intéresse pas, je m'en fous du PSG. Voilà, donc je voulais péter mon câble, puisque moi j'ai une petite audience, autant en profiter, et je fais que enfoncer des portes ouvertes, mais la fatigue, quoi. Vivement qu'on en finisse. Vivement qu'on en finisse, quoi. C'est infernal. Je viens de voir la vidéo de Gift Orban qui célèbre avec le virage nord. C'est une bénédiction, ce garçon. C'est une bénédiction. Il est génial. Il est génial. Je pense qu'il rayonne quand même. Hein. Mais bon, on nous a expliqué que son comportement était infect et que l'OL allait être sanctionné pour le transfert de Niama. Donc moi, je crois les gens qui nous disent ça. Voilà. Par contre, en 7 ans, tu maîtrises pas la prononciation de Mbappé. Oui, on dit Mbappé, pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Non, on a toujours dit Mbappé, donc je dis Mbappé. Montre-nous. Non, je vous laisse aller voir sur les réseaux. Je vous laisse. C'est pas ma vidéo, donc voilà. Il pisse dans les shampoings quand même. Non, mais... Si ça peut quand même servir à se méfier
aussi de tout ce qui peut sortir dans les vestiaires, tout ce qui peut sortir dans les canaux un petit peu alternatifs sur ce qui se passe dans les vestiaires. La réalité d'un vestiaire de foot professionnel, c'est qu'il se passe plein de trucs qui sont anodins, plein de trucs qui sont pas graves, et que dans 99% des cas, ça n'a absolument aucun intérêt de juger ce qui se passe dans le vestiaire ou à l'entraînement. Et il se trouve que quand ça sort, et que ça sort avec des termes un petit peu, avec des superlatifs un peu chelous, c'est à qui profite le crime, quoi. Donc voilà, on nous a expliqué que Gift Orban était infect et que tout le monde le détestait. La question se pose de qui est allé raconter ça, à qui et pourquoi. Voilà, maintenant, fouillez ce que vous voulez. En attendant, on sait où sont les sources fiables du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà. La plupart de ces journalistes n'ont pas fait de foot. Mais ça, il n'y a pas besoin de faire du foot pour pouvoir parler de foot. Encore heureux, hein. Je veux dire, moi je fais 100 kilos, je sais pas faire 3 jongles. Encore heureux qu'il faille pas être professionnel de foot pour parler de foot. Je vous dis juste, un peu de mesure et de nuance, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de mesure et de nuance, voilà, transition de feu, je vous avais dit il y a quelques semaines qu'on avait une crispation autour d'Anthony Lopez et qu'il n'y avait plus de nuance autour d'Anthony Lopez. Et qu'il fallait être honnête. Et que Anthony Lopez ne faisait pas une bonne saison. Et tous les chiffres, toutes les statistiques pointaient le fait que sa saison était mauvaise. Et on a eu beaucoup de violence, beaucoup de manque de nuance à propos d'Anthony Lopez, beaucoup d'ingratitude, c'est vrai, par rapport à quelqu'un qui méritait d'être critiqué probablement, mais pas d'être cloué au pilori. Ce soir, Anthony Lopez a fait un super match, hyper clean, relance au pied pas dégueulasse, des captations de ballon alors que d'habitude il a plutôt tendance à les repousser, pas de saut de cabri, rassurant sur sa ligne et des bons arrêts. 6 arrêts ce soir pour Anthony Lopez. C'est à signaler quand même, parce qu'on l'a critiqué quand il est critiquable, et si on critique des joueurs quand ils sont critiquables, il faut aussi savoir dire quand ils sont bons. Voilà, et donc ça confirme que c'est quand même pas mal la concurrence dans un club de foot. C'est quand même pas mal. Voilà, et même une excellente relance au pied. Ouais, il y a une très belle relance au pied. Voilà, donc ça donne raison au fait que voilà, c'est bien la concurrence dans un club. Et si ça nous permet d'avoir un Anthony Lopez à un niveau qui est digne d'être le sien sur la deuxième partie de saison, parce qu'il y a un Lucas Perry qui te pousse derrière, et bah super, génial, trop bien. Voilà. Effectivement, Hugo avait dit que c'était vrai, que Orban chambrait l'entraînement, mais quand on qualifie ça d'infect et de détesté par le vestiaire, c'est un jugement de valeur, c'est pas des faits. Voilà. Ok, on a terminé ça, on va passer aux notes, puisque ça fait déjà 40 minutes qu'on est en live. Alors, les notes, le terrain va apparaître incessamment sous peu sur votre écran. Voilà, je vous invite, si vous êtes sur YouTube, à me donner vos notes en commentaire, puisque vous ne pouvez pas participer dans le chat en direct. Hop là, on va faire un terrain qui va presque pas être scandaleux aujourd'hui. Presque, attention, c'est pas fini. Hein. Voilà, vous pouvez mettre les notes en commentaire, j'ai vu que vous ne l'avez pas fait la dernière fois. C'est bien, en plus ça pousse le référencement, c'est cool, ça permet aux gens de débattre, c'est bien, c'est pas mal. Et franchement, il est pas mal aujourd'hui, hein. Il est pas mal le terrain. Alors oui, le rond là, il est pas ouf, mais... Alors, nous avions aujourd'hui Anthony Lopez au but, nous avions Clinton Mata. J'aime bien quand c'est Mata Kaletatsar, parce que c'est facile à écrire, alors que Tagliafico, c'est long à écrire. Tagliafico, Matic, Ainsley Maitland-Niles, Mangala, Cacré, Lacazette, Benrahma et Nuama. Il n'y a pas eu d'entrée à la mi-temps. On va rajouter Pierre Sage ici. Et on va commencer tout de suite par noter le meilleur joueur du match et lui attribuer la note de 10 sur 10. C'est Clément Turpin. Voilà, bravo Clément Turpin. On applaudit bien fort. Oui, on a parlé de l'arbitrage au début. Merci Clément. Voilà, merci Clément. Bon, plus sérieusement, Anthony Lopez. Anthony Lopez, très bon match ce soir. Excellent match. Pas grand-chose à dire en vrai. Hein. Il a été présent quand il fallait. C'est un 8. Hein. Je pense que c'est un 8 ce soir pour Anthony Lopez. Il n'y a rien à lui reprocher. Même les relances au pied ont été pas mal. Donc voilà, il a été critiqué, Anthony Lopez. Il a répondu. Il n'y a plus qu'à faire ça sur tout le reste de la saison. Voilà. Et moi, je vais mettre 8. Je vais surnoter. Parce qu'on a été sur ses côtes, probablement à raison, certains probablement un peu trop, mais ce soir, je vois pas ce qu'on peut demander de plus à Lopez. Je vois pas. Ensuite, Mata. Moi, Mata, en première période, je l'ai pas trouvé hyper rassurant. Deuxième période, un peu meilleure de Mata. Il y a quand même cet impact physique de Mata
qui est vraiment intéressant. Maintenant, sur la relance, j'émets des doutes. J'émets des doutes sur la gestion de la profondeur et la relance dans une défense à 2. Donc, ça reste un clean sheet, ça reste une très bonne seconde période pour Mata. J'aurais tendance à mettre 5,5, 6, mais je vois que vous êtes plus du côté du 6. On va mettre 6 pour Mata. Keita Tsar, j'ai du mal à noter le match de Keita Tsar. Je vous avoue, il y a ce petit coup de chaud à un moment donné sur une sortie de Lopez. C'est pas un mauvais match de Keita Tsar. Je le trouve légèrement moins bon que Mata. Je pense qu'on peut mettre 5,5. Si on reste en défense à 4, tu sors qui pour mettre O'Brien? Je sors Keita Tsar, moi. Je sors Keita Tsar. J'ai quand même un petit peu de doute sur Clinton Mata en défense centrale à 2. Et Keita Tsar, en fait, non, c'est pas 5,5, c'est 5. Parce qu'il y a quand même cette intervention à un moment donné sur je sais plus qui, je crois que c'est sur Guessant, où il met un gros coup là, de latte à Guessant. Ça peut faire penalty. Il y a une intervention un peu gogol quand même de Keita Tsar ce soir. Tagliafico, moi je l'ai trouvé plutôt bon ce soir. Toujours un peu neutre, Tagliafico, parce qu'on le voit très très peu offensivement. Mais je l'ai trouvé assez intéressant. C'est un match qui est moyen plus. Et moyen plus, dans mon langage, c'est 6. Donc je pense qu'on va mettre 6 à Tagliafico. Adrielson, faut le voir à un moment. J'ai quand même le sentiment qu'Adrielson est très mauvais à l'entraînement. Parce que c'est la seule explication pour le fait qu'il joue pas. Hein. Donc on avait des doutes sur Adrielson. Moi le premier, je vous avais dit que j'avais des doutes sur Adrielson. Ça a l'air d'être plus un charpentier qu'un défenseur. On va lui laisser le temps de s'adapter. Mais c'est pas bon signe de voir que Adrielson ne joue pas ce soir. Notamment dans une situation où il faut garder le score. Le fait qu'il rentre pas m'inquiète un petit peu. Soldat aujourd'hui, Tagliafico. Ouais, on va surnoter un petit peu, tiens. Voilà. Maitland Niles, match brillant de Maitland Niles. Joueur brillant, on en a déjà parlé en début de débrief. Donc si vous avez regardé que les notes, on va passer assez rapidement sur Maitland Niles et je vous renvoie, je sais pas, à 15 minutes du débrief. Match brillant de Maitland Niles. Il aurait mérité peut-être une petite passe D ou quoi que ce soit. Je sais pas, 7, on va mettre 7, ouais. On va mettre 7. Matic, match très sérieux. Il y a vraiment une puissance physique. Et comme on en a déjà parlé, mais la manière de jouer avec les bras de Matic. Moi, j'aime bien comme quand il est grand, là, il a une envergure de fou, on dirait Victor Wembanyama. Quand il écarte les bras, il y a une zone autour de lui, c'est un champ de force. Donc, match très sérieux de Matic, dont on confirme une chose, qui est que quand il est dans ce registre-là, Matic, et qu'il vient occuper cette zone-là, et que vous avez Cacré qui vient faire Mumus par là, et vous avez Mangala qui se projette vachement, Matic, il arrose à droite, à gauche, il fait Mumuse, c'est son registre ça. C'est le registre papa en chaussons là, devant la défense. C'est ça son registre à Mata. Et c'est là où il s'épanouit. Ah, Matic, pardon. Matic, Renault Scénic, 150 000 bornes. C'est exactement ça. Elle a plus trop de gueule, mais elle roule très bien. Et il a vraiment cette capacité quand il a deux zinzins devant lui, parce que pour moi c'est un milieu de Labrador, ça court dans tous les sens, c'est un milieu de chien, Mangala Cacré. Quand il y a ces deux mecs là qui charbonnent devant lui, il est tranquille et il peut orienter à sa guise. De la même manière, on va noter Mangala qui est buteur ce soir, donc on va lui rajouter un petit point blanc. Vous m'avez demandé de faire ça la dernière fois. On va lui mettre un petit point blanc pour Mangala. Voilà, hop. Ça veut rien dire ce que je fais, mais Mangala, c'est aussi un joueur de l'ombre, un rouage essentiel, parce que ce qu'il est capable d'abattre physiquement, c'est hyper intéressant comme joueur. Il y a quelques manques de lucidité, notamment dans cette zone-là, où il y a un moment donné où il choisit une frappe de merde alors qu'il y a des possibilités à droite, mais ça a une odeur de bon coup quand même, Mangala. 8, je sais pas, on va peut-être mettre 7 quand même. 7,5 parce qu'il a marqué. Cacré, match brillant. Match brillant de Cacré. Match fiable, match intéressant. Alors oui, c'est sûr que c'est pas le joueur qui gagne le plus de duels, mais quel abattage Cacré, quelle justesse aujourd'hui, des passes brillantes, on aurait dit que c'était Pirlo. Moi j'ai bandé, je vous le dis, il y a notamment une passe à un moment donné, une espèce de passe intérieure qui file vers Nuama, qui malheureusement ne convertit pas, mais Cacré ce soir c'est brillant quand même, c'est vraiment brillant. Il n'y a rien à lui reprocher, pour moi c'est un 8 ce soir. On surnote, c'est la fête, on a gagné 1-0, c'est génial. On va commencer par Nuama. Nuama, il y a deux choses. La première, c'est que la passe D vient de lui et elle vient d'un superbe appel et d'un superbe centre en retrait qu'il faut voir, il faut lever la tête pour le mettre celui-là. Maintenant, j'en attends encore un peu plus de Nuama. Il y a pas, en fait, si le match n'est pas tué, c'est parce que Nuama manque de précision. Il y a un manque de finition chez Nuama, un manque de capacité à cadrer les frappes, qui est dommage parce que je pense qu'avec un tout petit peu plus de justesse, il est déjà à 4, 5, 6 buts, Nuama. Je continue de croire que c'est la théorie du ketchup et qu'il suffit de régler la mire, mais c'est un joueur qui a quelque chose de très très fort et si Nice ne prend pas l'eau ce soir, ils sont sauvés par un excellent Melvin Barr qui tient la baraque face à Nuama. Il manque pas grand chose, Nuama. Il manque pas grand chose. Merci Nicolas pour le prime.
Il manque vraiment pas grand-chose. On va mettre 6,5 parce que la passe D est magnifique. Mais dans un monde normal, c'est un match où Nuama finit avec au moins un but et on lui met 8. On lui met 8. On va terminer avec Lacazette et Benrahma, qui sont peut-être les deux déceptions de ce match, en commençant par Benrahma, qui a été totalement transparent. C'est un mauvais match de Benrahma. Il y a vraiment très 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 peu de choses à garder pour le match de Benrahma. Il n'est pas dedans encore. Il n'est pas dedans encore. Pour moi, même 4, c'est très généreux, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver. Alors oui, par contre, il y a du progrès parce qu'il a défendu sur ce match-là, et il a tenu la baraque. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre la moyenne à Benrahma sur ce match-là. Donc on va être gentil, je pense, en mettant 4. Mais moi, j'en attends beaucoup plus de Benrahma. J'en attends beaucoup plus de Benrahma. Et Lacazette, ce soir, ça n'a pas été un match très sympa pour lui. Il a été... un peu en difficulté face à Youssouf notamment, qui lui est rentré dans la tête. Alors par contre il a défendu comme un beau diable, mais il y a eu du mal à le trouver, il y a eu beaucoup de mal à le trouver, donc il peut difficilement faire mieux parce que c'est un match où on a vu peut-être 25 minutes de football côté lyonnais avant de faire le dos rond derrière. Il est important sur le but aussi, c'est vrai. On va mettre 5. On va mettre 5 ce soir pour Lacazette. Et Pierre Sage, c'est encore une victoire. Encore un dispositif tactique qui a fonctionné. Des changements peut-être un chouïa tardif. Mais voilà, pas grand-chose à reprocher à Pierre Sage ce soir. On va mettre un 7. Voilà. Pas une frappe ce soir à Lacazette. Déjà, en tout cas, il y a eu une frappe cadrée dans le match côté lyonnais. Hein. Une frappe cadrée. C'est quand même à noter que l'OL a récupéré 4 points contre le deuxième de Ligue 1 cette saison. C'est quand même pas anodin. On va terminer avec le Jurigno qui va s'afficher incessamment sous peu sur vos écrans. Je vous mets le lien dans le chat. Il va falloir arrêter avec les vannes sur le note de Mbappé, s'il vous plaît. Le Jurigno, ce soir, on va l'actualiser pour voir plus comment les gens ont noté. Évidemment, c'est un +5 pour Cacré ce soir. On va également mettre Mangala, un +4. On va mettre Maitland Niles, +4. On va mettre Matic, qui m'a semblé très bon aussi, on va mettre +3. Et on va mettre Lopez, +5 également. Voilà, alors oui, on note très positif ce soir, mais c'est la fiesta, hein, 9 victoires en 11 matchs. On va pas mettre de négatif. On aurait pu mettre du négatif pour Benrahma, mais je pense que c'est un peu sévère. Ça me semble ok. Voilà, je vous laisse voter de votre côté, comme d'habitude. Vous avez tout le loisir de noter, comme d'habitude, +5 à -5. Ce qui nous donnera à la fin de la saison un très beau classement en relief. On peut d'ailleurs le regarder déjà, ce classement en relief, pour voir que O'Brien, Cacré et Lacazette dominent les débats, et que tout au fond, on voit un Lovren qui a totalement disparu de la circulation. Là, il est blessé. Tolisso, Baldé, Ryu, il n'y a pas vraiment de surprise en réalité. Hein. Il n'y a pas vraiment de surprise sur qui sont les joueurs qui ont bénéficié à l'OL et vice-versa. Voilà. Lopez en positif. C'est vrai, c'est le match qui acte le passage en positif de Lopez, non? Non, c'était déjà le précédent. Lovren reste finalement. Lovren, je pense qu'il partira cet été. Voilà. On a terminé ce débrief, qui aurait été un petit peu court, mais on a longuement parlé de l'arbitrage en début de débrief. J'espère que ça vous plaît, toujours autant. De toute façon, on va continuer la saison comme ça. Il y en aura peut-être qui vont sauter sur les prochaines semaines, parce que je vais être très très occupé, je vais pas tout le temps être chez moi. Mais je ferai de mon mieux pour vous faire des débriefs peut-être un peu tardifs, comme pour Lille, ou des débriefs le lundi soir éventuellement. Je vous garantis pas qu'on continue les débriefs la saison prochaine, parce que c'est quand même un gros investissement. Mais pour l'instant, on tient bien le coup. Donc voilà, puis vous êtes nombreux. Regardez, c'est un vendredi soir, une victoire 1-0, et vous êtes encore 2004. Je vous donne rendez-vous quand? Mardi, probablement, pour un live nocturne, un live blabla, comme on a fait. D'ailleurs, vous avez le replay du dernier live nocturne qui est sur la chaîne secondaire, que vous allez voir s'afficher dans le chat à l'instant et qui est dans la description YouTube également, si vous voulez, ça vous intéresse. On n'a pas parlé beaucoup de foot, on a parlé de santé mentale et de cyclisme, voilà, ça change un petit peu. Et on se retrouvera après vendredi 23, ce sera à 21h, c'est-à-dire pile dans une semaine, pour le débrief du match contre Metz, en espérant une nouvelle fois que l'Olympique Lyonnais gagnera le foot et actera quasiment son maintien en prenant 9 longueurs d'avance sur le FC Metz. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vais vous envoyer en raid chez un copain, chez qui? Chez Zach, puisqu'il est en live. Voilà, vous allez terminer avec Zach. Et on se retrouvera donc mardi tous ensemble. Le replay sera disponible sur YouTube dans la nuit. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Bisous, ciao, bye bye.